Chapitre 17 « Destruction et libération dans le nouveau réalisme ». Nous avons dit que la crise des valeurs de l'individu et de la personne est destinée dans le monde moderne à revêtir le caractère d'un processus irréversible et général, malgré l'existence d'îles ou réserves résiduelles ou reléguées dans le domaine de la culture et des idéologies creuses, ces valeurs conservent encore une apparence de vie. Pratiquement, tout ce qui est lié au matérialisme, au monde des masses et des grandes villes modernes, mais aussi et surtout tout ce qui appartient en propre au règne de la technique, à la mécanisation, à des forces élémentaires réveillées et contrôlées par des processus objectifs, enfin, les effets existentiels de catastrophiques expériences collectives, telles que les guerres totales avec leur froide destruction, tout cela frappe mortellement l'individu, agit de façon déshumanisante, réduit toujours davantage ce que le monde bourgeois d'hier offrait de varié, de personnel, de subjectif, d'arbitraire et d'intimiste. C'est Ernest Junger, peut-être, qui, dans son livre Der Arbeiter, a le mieux mis ces processus en évidence. On peut le suivre sans hésiter lorsqu'il prévoit que les processus en cours dans le monde actuel auront pour conséquence que le type remplacera l'individu en même temps que s'appauvriront le caractère et le mode de vie de chacun et que se désagrégeront les valeurs culturelles, humanistes et personnelles. En sa majeure partie, la destruction est subie, l'homme aujourd'hui en est simplement l'objet. Elle aboutit alors au type d'homme vide, répété en série, qui correspond à la standardisation, à la plate uniformité, qui est masque au sens négatif, produit multipliable et insignifiant. Mais ces mêmes causes, ce même climat et ces mêmes destructions spirituelles peuvent imprimer un cours actif et positif à la désindividualisation. C'est cette possibilité qui nous intéresse et que doit considérer le type d'homme différencié que nous avons en vue. Junger avait déjà fait allusion à ce qui avait parfois surgi dans des tempéraments extrêmes qui menacent la vie, particulièrement dans la guerre moderne, guerre des matériels où la technique se retourne contre l'homme, en utilisant tout un système de moyens de destruction et l'activation de forces élémentaires, forces auxquelles l'individu qui combat, s'il ne veut être brisé physiquement mais surtout spirituellement, ne peut tenir tête qu'en passant à une nouvelle forme d'existence. Celle-ci se caractérise d'abord par une lucidité et une objectivité extrêmes. Ensuite, par une capacité d'agir et de se tenir debout, soutenue par des forces profondes qui se situent au-delà des catégories de l'individu, des idéaux, des valeurs et des fins de la civilisation bourgeoise. Il est important ici que la vie se marie naturellement au risque, au-delà de l'instinct de conservation, parce que des situations peuvent se présenter où ce serait à travers la destruction physique elle-même que l'on atteindrait le sens absolu de l'existence et que l'on réaliserait la personne absolue. Nous pourrions parler en ce cas d'un aspect limite du chevauchement du tigre. Junger a cru trouver un symbole de ce style dans le soldat inconnu, en ajoutant cependant qu'il existe non seulement des soldats inconnus, mais aussi des chefs inconnus. En dehors de ce qui a pu se passer dans des situations dont aucun communiqué n'a jamais fait part, dans des actions anonymes qui sont restées sans spectateurs, qui n'ont prétendu ni à la reconnaissance ni à la gloire, qui ne se sont parés d'aucun héroïsme romantique, bien que l'individu physique y risquait sa vie, en dehors de ces cas, Junger souligne qu'au cours de ce genre de processus, des hommes d'un type nouveau tendent à se former et à se différencier, que l'on reconnaît à leur comportement, voire à leurs traits physiques, à leur masque. Ce type moderne a la destruction derrière lui, il ne peut plus être compris en partant de la notion d'individu. Il est étranger aux valeurs de l'humanisme. Mais l'essentiel est de reconnaître la réalité de processus qui, s'ils se manifestent avec une particulière intensité dans la guerre totale, moderne, se répètent sous des formes différentes et à des degrés différents d'intensité, même en temps de paix, dans toute l'existence moderne hautement mécanisée, lorsqu'ils trouvent une matière adéquate.
Ils tendent, pareillement, à abattre l'individu et à le supplanter par un type impersonnel et interchangeable que caractérise une certaine uniformité. Visages d'hommes et de femmes revêtant précisément le caractère de masques. Masques métalliques chez les uns, masques cosmétiques chez les autres. Quelque chose dans les gestes et dans l'expression, comme une cruauté abstraite, qui correspond à la place toujours plus grande qu'occupe dans le monde actuel tout ce qui est technique, nombre, géométrie, et se rapporte à des valeurs objectives. Ce sont là indubitablement quelques-uns des aspects essentiels de l'existence contemporaine, à propos desquels on a parlé d'une nouvelle barbarie. Mais encore une fois, quelle est la culture qui en serait l'opposé et devrait servir de refuge à la personne ? Il n'y a pas ici de point de référence vraiment valable. Junger se faisait certainement illusion en pensant que le processus actif de dépersonnalisation typique correspond au sens principal de l'évolution d'un monde qui est en train de dépasser l'époque bourgeoise. Lui-même devait d'ailleurs, par une sorte de régression, aboutir peu à peu à un point de vue tout à fait différent. Ce sont au contraire les processus destructifs et passifs actuellement prévalents qui exercent et exerceront de plus en plus une action déterminante dont ne peut naître qu'une blême uniformation, une typification privée de la dimension de la profondeur et de toute métaphysique, et qui se situe ainsi à un niveau existentiel plus bas que celui déjà problématique de l'individu et de la personne. Les possibilités positives ne peuvent concerner qu'une très petite minorité, composée uniquement des êtres en qui précisément préexiste ou peut s'éveiller la dimension de la transcendance. Et ceci nous ramène, comme on le voit, au seul problème qui nous intéresse. Seuls ces êtres peuvent procéder à une évaluation toute différente du monde sans âme des machines, de la technique et des grandes villes modernes, de tout ce qui est pure réalité et objectivité, qui apparaît froid, inhumain, menaçant, dépourvu d'intimité, dépersonnalisant, barbare. C'est justement en acceptant pleinement cette réalité et ces processus que l'homme différencié peut s'essentialiser et se former selon une équation personnelle valable. En activant en lui la dimension de la transcendance, en brûlant les scories de l'individualité, il peut extraire la personne absolue. Il n'est pas nécessaire pour cela de considérer exclusivement des situations exceptionnelles et extrêmes. Il s'agit du style général d'un nouveau réalisme actif qui libère et ouvre des voies même au sein du chaos et de la grisaille. La machine elle-même peut ici devenir un symbole, ainsi que tout ce qui, dans certains secteurs du monde moderne, s'est créé dans un esprit purement fonctionnel, en architecture notamment. Comme symbole, la machine incarne une forme née de moyens adaptés exactement et objectivement à une fin, où tout ce qui est superflu, arbitraire, dispersif ou subjectif est exclu. C'est une forme qui réalise avec précision une idée. L'idée ici de la fin à laquelle elle est destinée. Sur son plan, elle a donc en quelque sorte la même valeur que la forme géométrique pure dans le monde classique, le chiffre en tant qu'entité et le principe dorique du rien de trop. On a parlé d'une métaphysique de la machine et de nouveaux archétypes qui s'annoncent dans les formes mécaniques et fonctionnelles parfaites de notre temps. Si cela n'a aucun sens sur le plan prosaïque de la réalité matérielle et quotidienne moderne, cela en a un précisément sur le plan du symbole, plan sur lequel nous n'avons nullement vu la mécanisation, la rationalisation et l'utilitaire, mais bien la valeur de la forme et l'amour de la forme, où il ne faut pas confondre l'objectivité avec le manque d'âme, et l'on peut même retrouver la voie déjà indiquée de la perfection impersonnelle en toute œuvre. Il est intéressant de noter que parmi les divers mouvements qui se sont manifestés après la Première Guerre mondiale, une tendance de ce genre s'était dessinée, qui avait pour mot d'ordre la nouvelle objectivité. Un livre comme celui de F. Matzke, Jugendbekennt, so sind wir, pardon pour la prononciation,
montre qu'il ne s'agissait pas d'inspiration susceptible de se satisfaire sur le plan des arts et de la littérature, mais bien de la forme intérieure que des processus objectifs et généraux de l'époque avaient imprimé à un certain type d'homme de la nouvelle génération, sans que celui-ci l'évolue. Sur ce plan, un réalisme pouvait se définir en termes de froideur, de clarté, de sérieux et de pureté. Rupture avec le monde des sentimentalismes, des problèmes du moi, du tragique mélodramatique, de tout l'héritage du crépuscularisme, du romantisme, de l'idéalisme et de l'expressionnisme. Un réalisme comportant le sentiment de la vanité du moi et le refus de se donner de l'importance en tant qu'individu. Matzke écrivait, ouvrez les guillemets, « Nous sommes objectifs parce que pour nous, la réalité des choses est grande, infinie, et tout ce qui est humain est trop petit, conditionné et souillé par l'âme. » Fermez les guillemets. Il parlait du langage des choses et des actes qu'il fallait substituer à celui des sentiments, d'une forme intérieure qui n'a rien à faire avec les livres, la culture ou la science, de sorte qu'elle peut être bien plus nette chez le barbare que chez le civilisé du monde bourgeois. C'est pourquoi on avait parlé d'objectivité ascétique et rappelé la formule de Stravinsky « geler les choses ». Il importe de souligner qu'il n'y a à la base de cette attitude ni pessimisme, ni philosophie du désespoir déguisé. Non que l'on ait poursuivi des valeurs et des buts dont on reconnaît désormais qu'ils sont illusoires, impuissants à diriger la réalité ou inadéquats par rapport à celle-ci, c'est leur sens même qui est inexistant. Et c'est pourquoi l'action est libre, dans une atmosphère pure et froide. Matzke, pour trouver des analogies dans le domaine de l'art, se reportait aux critères sur lesquels s'était réglé Albrecht Schaeffer quand il traduisit Homère. Rendre la hauteur du lointain, du différent, de l'étranger. Mettre en relief non ce qui est épisodique et sentimental, mais une monumentale grandeur, laconique, rigide plus qu'émouvante, énigmatique plus que familière, obscure et grave plus que lisse et polie. En effet, les traits essentiels de cette nouvelle attitude consistaient justement dans la distance, l'extranéité, la hauteur, la monumentalité, le laconisme, dans le détachement par rapport à tout ce qui est chaud voisinage, humanité, effusion, expressionnisme. Le style de l'objectivité dans les figures, de la froideur et de la grandeur dans les formes. Mais en dehors de l'art, il s'agissait des traits généraux d'un comportement et du sentiment de l'existence, car au fond, la thèse selon laquelle l'art serait une des possibilités humaines les plus hautes et révélerait l'essence de l'univers semblait, à juste titre, dépassé et anachronique. L'amour de la clarté fait partie du style objectif. Mieux vaut laid et net que beau et voilé. Il faut que le monde redevienne stable, calme, clair et nu. En dernière analyse, même la vie de l'âme compte pour nous à titre de choses, de faits qui existent, avec les mêmes caractères d'objectivité et de fatalité, écrivait Matzke. Plutôt que de regarder le monde en partant de l'âme, c'est du monde que nous regardons l'âme. Et alors, tout nous semble plus clair, plus naturel, plus évident, et ce qui n'est que subjectif nous semble de plus en plus insignifiant et risible. Après la Première Guerre mondiale, l'architecture fonctionnelle reçut son impulsion de courants analogues à ceux de la New Sachlichkeit. Ce sont des courants où est apparu en général le thème d'un nouveau classicisme, compris justement comme une tendance à la forme et à la simplification, au dorique linéaire et essentiel, affirmé par opposition à l'arbitraire, au fantastique et au gracieux de l'art bourgeois individualiste qui prévalait antérieurement. On peut rappeler aussi l'esprit nouveau qui, en France, eut des liens particuliers avec les représentants de l'architecture fonctionnelle. Et au moment où Bontempelli
lançait le Novecentismo, une exigence analogue se faisait jour en Italie aussi, bien qu'elle fût limitée à un dilettantisme d'homme de lettres et en resta aux simples intentions. Bontempelli avait alors opposé à l'âge romantique, qui va de Jésus-Christ au ballet russe, l'âge nouveau qui aurait dû se développer sous le signe d'un réalisme magique et d'un nouveau classicisme, tandis que d'autres parlaient du nouveau style dorique de l'époque des gratte-ciel, des métaux blancs et du cristal. Bien qu'il n'ait intrinsèquement que peu de rapport avec ce qui nous intéresse, ce nouveau réalisme renferme des valences qui peuvent être apportées à un plan supérieur, spirituel, lorsque l'on s'engage dans la tâche de retourner, dans le sens positif, les expériences du monde le plus moderne. Il existe aujourd'hui des processus objectifs qui représentent indubitablement un appauvrissement par rapport au monde précédent de l'individu et de la personne et à ses survivances. Pour celui qui maintient l'attention intérieure, propre à la dimension de la transcendance, cet appauvrissement peut acquérir le caractère positif d'une simplification et d'une essentialisation de l'être dans un monde spirituel en décomposition. Puisque nous avons jugé bon de parler des valences du nouveau réalisme, bien que celles-ci soient en général complètement couvertes, il nous faut tracer rapidement une ligne de démarcation très nette entre le réalisme susceptible de contenir en puissance la signification dont nous avons parlé et ses sous-produits appartenant au nihilisme pur, que sont le néoréalisme et le réalisme marxiste, distinction qui s'impose d'autant plus qu'il y a eu des collusions entre le premier et les deux autres. En général, ces sous-produits se sont manifestés presque exclusivement dans le domaine de l'art et de la critique littéraire, et ceci en fonction de la politique. Il est inutile de parler du néo-réalisme qui est apparu en Italie après la Seconde Guerre mondiale. Il s'est caractérisé par une tendance très nette à présenter comme une réalité humaine, dans le domaine artistique où cette attitude s'est épuisée grâce à un heureux concours de circonstances, les seuls côtés les plus triviaux et les plus mesquins de l'existence, en s'attachant de préférence aux couches sociales les plus basses et les plus vulnérables. Ce réalisme, dépourvu de toute profondeur, même virtuelle, a servi de formule sophistiquée à certains intellectuels bourgeois déguisés en hommes de la rue. Quand ce ne sont pas les lieux communs du pathos des misérables, ce n'est souvent que goût de la laideur et autosadisme, se manifestant dans l'étalage complaisant de tout ce qui, dans l'homme, est abjection, corruption et faillite. Il y a toute une classe de romans, il est inutile de citer des noms, où cette tendance se manifeste sans équivoque, mêlée parfois aux variétés les plus irrationnelles et les plus obscures de l'existentialisme. Il est tellement évident que le caractère de réalité a été abusivement monopolisé par ce qui, même dans la vie actuelle, n'est qu'une partie de la réalité totale, que cela ne vaut pas la peine d'y insister davantage. Il est plus intéressant de noter l'usage tendancieux que fait de ce que l'on devrait appeler, plutôt que réalisme, un vérisme, de portée fort limitée, le nouveau réalisme d'observance marxiste. Celui-ci met en évidence ces aspects unilatéraux de l'existence dont nous venons de parler, à des fins de propagande et d'action politico-sociale, en partant de la formule rebattue selon laquelle la détérioration de l'humanité est la conséquence de la structure économico-sociale bourgeoise et capitaliste. Nous avons déjà expliqué ce qu'est l'intégrité humaine qui est envisagée ici. C'est celle du dernier homme de Nietzsche. C'est celle d'un troupeau de bœufs socialisés. Le réalisme et l'anti-idéalisme qui lui correspondent doivent être jugés de cette façon. La polémique anti-bourgeoise et anti-individualiste qu'ils inspirent a pour seul objectif la régression de l'individu à une vie purement collective, dominée par des valeurs matérielles et économiques. Régression qui est présentée comme une intégration et un nouvel humanisme prolétaire. Lukács laisse échapper le vrai terme quand il parle d'un humanisme plébéien. Le réalisme ici semblerait s'identifier à un primitivisme trivial. C'est la forme particulière dans le monde où Dieu est mort de l'anesthésie existentielle dont nous avons parlé,
Mais la vérité, c'est que, comme on le sait, le réalisme en question tire son caractère spécifique de la théorie du matérialisme historique et d'autres conceptions qui, alors qu'elles se voudraient objectives et scientifiques, ne sont en réalité que mythologie et pure idéologie, exactement au même degré que celles qui correspondent au grand mot méprisé, écrit en lettres majuscules de l'idéalisme bourgeois. Les mots de ce genre ne sont pas vraiment éliminés du fond du nouveau réalisme marxiste, mais sont remplacés par d'autres, d'un niveau encore plus bas, qui servent de centre à une mystique nihiliste en se traduisant en idées forces destinées à agir sur les couches subintellectuelles des masses. Ceci enlève tout caractère réaliste au réalisme marxiste et montre que celui-ci est bien loin d'avoir atteint le point zéro des valeurs et reste donc étranger à ce qui peut naître à la fois d'une vue claire, détachée, objective de l'existence et d'une incapacité positive, existentielle, à se soumettre encore à des mythes de quelque ordre qu'ils soient. Ce dernier trait correspond au contraire à l'exigence la plus profonde du nouveau réalisme, dont nous nous sommes occupés plus haut de la New Schachlichkeit et d'autres tendances voisines dont on peut retenir ce qui, de notre point de vue, a un contenu positif. Une simplification qui, tout en comportant un appauvrissement et une décoloration par rapport aux valeurs de la personne, n'est pas nécessairement liée à une chute de niveau et peut donner lieu, chez l'homme libre, à une forme de comportement adapté aux structures objectives du monde contemporain.